Je viens vous parler de l'éducation des jeunes Romains au temps de Cicéron, c'est-à-dire à la fin de la République romaine. C'est un sujet qui peut paraître annexe, mais qui est pourtant très important comme il est aujourd'hui pour nous. L'éducation, ça veut dire donner des normes qui vont permettre de s'intégrer dans la société et de respecter les traditions, car c'est très important pour les anciens que l'ordre social soit établi. Les jeunes Romains, évidemment, ne sont pas tous élevés de la même façon, et quand on dit les jeunes, ça ne veut pas dire beaucoup plus qu'aujourd'hui quand on parle des jeunes. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont plus en avance que d'autres, donc il faut tenir compte un peu de cet ensemble. À Rome, ça ne concerne véritablement que surtout les garçons, même si les filles des bonnes familles pouvaient recevoir avec des précepteurs une éducation solide à la maison. Mais les jeunes garçons, c'est l'avenir de Rome. Pour les aristocrates, évidemment, le peuple n'a pas la même chance d'éducation. Pour un père d'une grande famille romaine, au contraire, c'est capital. C'est capital parce que il faut que l'enfant puisse prendre la suite. Il va être la prolongation du nom et de la fortune en même temps de la maison et du père. En conséquence, c'est au père, et au père seul, que revient le souci de l'éducation. Alors vous allez dire, mais la mère dans cette histoire, évidemment, dans les premiers siècles de la République, la mère s'occupait de son enfant, mais je rappelle qu'il n'y a pas de citoyenne à Rome. La femme romaine n'est pas juridiquement reconnue comme citoyenne. En conséquence, seul le père est le maître de maison, le pater familias, et c'est lui qui décide. Évidemment, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc il va s'entourer d'un certain nombre d'esclaves à qui il va déléguer son autorité paternelle. J'ai une phrase de Varron qui dit bien les choses. La sage-femme met au monde, la nourrice fait grandir, le pédagogue éduque, le maître enseigne. C'est tout le personnel de la maison. C'est-à-dire que dès que le père a reconnu l'enfant, ce qui n'est pas une obligation, je vous le rappelle, il peut très bien s'en débarrasser, s'il est difforme, si pour une raison ou pour une autre, il n'a pas envie de cet enfant, on va le déposer sur le tas de fumier au coin de la rue, n'est-ce pas? Il sera peut-être récupéré par des gens qui veulent un enfant, ou bien qui vont l'éduquer pour en faire un esclave et s'il est bien éduqué, le revendre un peu plus cher. Mais le père de famille, lui, s'il choisit de garder l'enfant, va donc, dans un premier temps, apprendre à l'enfant à se tenir comme il faut dans la maison. Vous savez, la vie d'un enfant à Rome, de bonne famille, j'entends, n'a rien d'amusant. Il va être confié d'abord à une nourrice qui va lui apprendre à grandir jusqu'à l'âge de 7 ans, puis ensuite à un pédagogue qui sera l'homme de confiance du maître, évidemment, et qui va suivre l'enfant pas à pas où qu'il aille. Comme il est dit dans un texte, n'est-ce pas? Là où tu n'as pas envie de me voir, j'y serai quand même. Bon. Et cet enfant va être ensuite accompagné partout pour apprendre la vie. Alors on va lui apprendre par exemple à se laver les dents, on va lui apprendre l'hygiène, avoir un corps maîtrisé, car pour un Romain, un citoyen doit avoir un corps propre et maîtrisé. On va lui apprendre à ne pas écouter derrière les portes, à ne pas regarder par les portes entrebâillées, à manger proprement, à saluer. Vous savez, dans une maison romaine, quand on rentre, on doit franchir la porte du pied droit, sans poser le pied sur le seuil. Ensuite, on doit saluer le lard de la maison. On doit respecter tout un tas de règles, même si on rentre dans la salle à manger. On ne mange pas n'importe comment. On utilise toujours la main droite, bien évidemment. La main droite, c'est la dextra. La gauche, c'est la sinistra. Elle porte malheur. Donc, on va emmailloter l'enfant au départ et on ne le libérera progressivement que le bras droit. Et puis s'il lui arrive après d'utiliser sa main gauche, bon, bah, un bon coup de férule ou de tatouille va le remettre dans le droit chemin. Donc il y a 3 mots dans cette éducation qui vient ensuite. C'est la mémoire, parce que l'écriture vient dans un deuxième temps.
D'abord, la mémoire, c'est important d'apprendre, de retenir. Ensuite, l'imitation. Il va imiter son père, il suit son père partout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'enfant, dès son plus jeune âge, est intégré à la vie sociale de la cité et de la maison. Donc, il accompagne son père qui va au forum, qui fait des discours, il écoute les discours des autres. Il apprend ainsi à saluer, à reconnaître les gens, à se comporter vis-à-vis de ceux qui seront peut-être ses futurs électeurs. Et puis, bien sûr, le troisième terme est moins amusant, c'est la discipline. Cette discipline, elle est sévère. On utilise le fouet plus souvent qu'à son tour, parfois. Prenons un exemple plaisant qui nous est raconté par Tite-Live. C'est l'histoire du petit Papirius. Papirius a 15 ans. Il est donc encore en pleine éducation, puisque la majorité est dans la 17e année, on va dire, au moment où on prend la toge virile. Et comme tous les fils de sénateurs, il a encore le droit d'aller écouter à la porte du Sénat les délibérations, parce que là aussi, il a suivi son père et l'imitation est importante. Et il rentre à la maison, et là la maman, la matrone, la famille, l'interroge. De quoi a-t-on parlé au Sénat? Ah, mais de rien, de sujet, etc. Il n'a pas le droit de le dire, il doit garder le secret. Mais elle le presse de questions. Alors, que s'est-il dit? Et poussé dans ses retranchements, le pauvre Papirius en est réduit à faire un gros mensonge. Les sénateurs se sont interrogés pour savoir si il valait mieux qu'un homme ait 2 femmes ou une femme 2 maris. Et moi, immédiat de la matrone, qui laisse tout en plan, court le quartier, rame toutes les matrones du quartier. Et le lendemain, les sénateurs sont stupéfaits de voir devant le Sénat une assemblée, une manifestation de femmes. Et ces femmes revendiquent. Que revendiquent-elles? Nous préférerions avoir 2 maris plutôt que ça soit l'inverse. Les sénateurs ébahis disent: qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Papyrus, tout honteux, avoue qu'il avait raconté cela, un mensonge de cette taille, pour ne pas répéter et garder le secret comme l'éducation le lui avait demandé. Et alors les sénateurs s'en amusent, félicitent Papirius, renvoient les femmes chez elles, mais décident néanmoins que désormais les enfants n'auraient plus le droit d'écouter à la porte du Sénat. Et puis, évidemment, on va commencer à apprendre à lire, hein, selon la méthode syllabique, je le précise, le latin comme le français est une méthode syllabique, donc c'est pas la peine d'en inventer une autre. Donc, l'enfant apprend à lire, puis progressivement à écrire, on va lui montrer. Alors, pour ça, le maître vient à la maison, c'est un esclave aussi. Vers le IIIe siècle avant notre ère seulement, j'allais dire, depuis la fondation de Rome, un affranchi, un certain Spurius Carvilius, va créer sa propre école. Alors entendons-nous bien, ce n'est pas un bâtiment comme nous, n'est-ce pas? C'est réunir quelques élèves qui vont payer une petite somme, car pour la première fois, le maître va être payé. Jusqu'à présent, on récompensait l'esclave par des petits cadeaux, mais c'est tout. Et il va s'installer sous un portique ou dans une boutique devant la maison, un lieu que va lui donner le maître. Et là, il va pouvoir enseigner à plusieurs enfants. Et il utilise la férule. Vous savez, cette bande, c'est une bande, en fait, c'est une baguette qui est faite avec une tige de fenouil et qui fait très mal. Il y avait une expression pour aller à l'école. Aller à l'école, on disait aussi tendre la main à la férule. Voilà. Bon, donc, c'est vous dire que souvent, il y avait des maîtres qui tapaient plus souvent qu'à leur tour. Horace, d'ailleurs, le poète Horace, quand il est venu à Rome, accompagné par son père, pour justement y avoir de bonnes études, eh bien, le poète Horace a eu un maître très connu, Orbilius, le fameux Orbilius, surnommé Plagosus, le fouettard. Donc, il n'hésitait pas à taper sur les enfants. Malgré tout, je vous rassure, Horace écrit plus tard, oui, mais comme Cicéron d'ailleurs le dira, on a passé de bons moments quand même à l'école avec nos copains, nos amis, etc. Bon. Donc, ça ne va pas toujours donner de si mauvais souvenirs, du moins aux bons élèves. Et c'est toute la première éducation, celle qu'il va y avoir jusqu'à environ 12 ans. Ensuite, eh bien, si l'on veut poursuivre les études, et ce n'est pas tout le monde, on va aller chez le rhéteur.
Parce qu'il y a un objectif à Rome dans l'éducation, c'est apprendre à parler. Parler, c'est essentiel. Devenir orateur. Cicéron disait qu'un orateur valait bien un grand général vainqueur sur les champs de bataille. Donc, apprendre à parler, c'est essentiel. Mais la première révolution pédagogique, je vais dire, qui a eu lieu au IIe siècle avant notre ère, ça a été bien sûr l'arrivée de l'hellénisme. Donc là, on a vu arriver des tas de rhéteurs, de philosophes, de gens qui venaient à Rome en mission, envoyés par leur cité, parce que Rome, devenue la maîtresse de la Méditerranée, réglait les conflits au Sénat. Et les orateurs n'étaient pas reçus tout de suite. Donc, il faisait des conférences, il attirait l'attention en fondant des petites écoles. La première école de rhétorique, par exemple, il faudra attendre le début du 1er siècle avant notre ère, donc vous voyez, très tardivement. Ce sont des gens qui sont de passage. Après, ils rentrent, alors d'autres viennent les remplacer, et il y a donc une forte empreinte hellénique, je dirais, sur l'éducation. Mais avant, déjà, les Romains aimaient beaucoup parler. Simplement, le parler était peut-être un peu plus rude. Ensuite, l'école va évoluer dans une deuxième, et c'est celle-là qu'a connu Cicéron, une deuxième réforme pédagogique, c'est que l'hellénisme n'est plus là seulement pour apprendre à parler, mais pour que ce discours apporte une culture. Et donc, il y a cette notion, et Cicéron en parle très bien, de se cultiver. Pour lui, un orateur, qui sera promis, bien sûr, aux plus hautes fonctions de l'État, un orateur doit être un homme cultivé et connaître le monde, comprendre les autres. C'est là qu'apparaît vraiment, pour la première fois, le mot humanitas, n'est-ce pas? Cet humanisme romain qui a fait la fierté et aussi la longévité de l'Empire romain par rapport aux autres empires. Je fais une parenthèse, Alexandre le Grand, ça a duré 10 ans, l'Empire. Là, nous sommes sur plusieurs siècles. Eh bien, Cicéron, donc, insiste sur cet humanisme. Et là, nous avons vraiment les fondements de notre civilisation à nous, de notre culture à nous, qui démarrent, si je puis dire, dans la Rome de Cicéron. C'est pourquoi, alors après, on peut faire de la philosophie, bien entendu, mais ça, c'est pour réfléchir, pour aller plus loin, pour être un homme accompli. Mais déjà, avoir fait une bonne rhétorique, c'est très bien. Et c'est pourquoi, je voulais dire, nous avons la facilité de dire que à Rome, un jeune, en quelque sorte, a le meilleur de l'éducation à l'époque de Cicéron. Car non seulement il a les maîtres, non seulement il a les écoles qui commencent à l'éduquer, mais il a la surveillance de son père et surtout, n'est-ce pas, il a l'imitation de son père, il va sur le terrain, il est dans la vie. Ensuite, quand on change de régime politique, quand Auguste va réunir tous les pouvoirs sous son nom et créer une sorte de monarchie, eh bien à ce moment-là, évidemment, la parole n'est plus libre au forum. Cette parole, elle va rentrer dans les écoles, des vraies écoles, de rhétorique notamment, et les exercices deviendront assez farfelus, il faut bien le dire, et nous ne sommes plus du tout dans cette disposition d'esprit et d'ouverture qu'il y avait sous Cicéron. D'ailleurs, Tacite, au IIe siècle de notre ère, au début, se plaindra de la décadence. C'était déjà à la mode à cette époque-là. Il a une phrase très, très importante. Il dit la décadence est là en raison, je cite, de l'oisiveté de la jeunesse, de la négligence des parents, de l'ignorance des maîtres et de l'oubli des mœurs antiques. Bon, toute similitude avec une autre période est évidemment superflue. Je vous remercie.